Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais remercier d'abord les organisateurs et organisatrices de l'Institut pour l'invitation. Je suis très content d'être là pour cet atelier qui s'intitule Peut-on travailler sans détruire le vivant ? Donc j'ai la responsabilité de vous parler d'écologie tout seul, manifestement. Donc je vais prendre cette responsabilité et on va du coup déplacer un peu la focale. On a beaucoup parlé de travail depuis ce matin. Aujourd'hui, maintenant, je vais évidemment continuer à parler de travail, mais du rapport entre travail et écologie. Et je reviendrai un peu sur mon approche dans un instant. Mais ce qui me semble intéressant de noter d'abord, c'est que dans les discours mainstream en écologie, on a tendance à considérer qu'il y a deux problèmes principaux. Le premier problème, ce serait des modes de consommation. On ne consommerait pas de la bonne manière ou on ne consommerait pas les bonnes choses. Donc il faudrait changer nos habitudes de consommation, changer de manière très individuelle ces pratiques de consommation, consommer bio, plus responsable, plus éthique, trier ses déchets, etc. Le deuxième objectif, en général, dans les discours dominants, c'est de dire que les problèmes, ils ne sont pas simplement liés à la consommation, ils sont aussi liés à la technique, à des dispositifs techniques ou à des outils techniques. Et en fait, je voudrais vous montrer que dans ces discours dominants, d'abord pour commencer, ce sera mon introduction, dans ces discours dominants, il y a évidemment quelque chose qui est fondamentalement oublié. Et pour vous montrer ça, en parlant de la consommation, je voudrais commencer par étudier deux séries d'images très différentes, mais qui me semblent très parlantes. Là, je vous ai mis une série d'images qui sont faites par un photographe américain, californien, qui s'appelle Greg Segal. C'est 7 jours de déchets, s'appelle la série d'images. Elle a été très connue, elle a tourné dans le monde entier. Et c'est une série d'images dans laquelle on voit des foyers américains, des habitants de foyers américains, dans les déchets qu'ils produisent en 7 jours, en une semaine. Tout ça sur fond, comme vous le voyez, d'une nature qui est en fait polluée par les déchets que ces gens ont consommés. Dans la présentation de cette collection de photos, Greg Segal dit il y a des gens de toute race, de tous milieux sociaux et de tout genre. Donc voilà, on présente des gens. Et qu'est-ce que ça produit ce type d'image? Ça produit évidemment un effet de saleté. Bon, on a l'impression que ces gens sont sales, ils vivent dans un environnement sale, et donc c'est un effet qui est à la fois écologique et moral. Il y a une charge, une culpabilisation, une condamnation morale qui est très forte, une culpabilisation et une individualisation de la question de la gestion des déchets. C'est les individus qui sont responsables des déchets qu'ils ont produits. Il faut donc les éduquer, les sensibiliser pour qu'ils changent leur comportement. Je vais vous montrer une deuxième série d'images. Cette fois, la vidéo en anglais, sous-titrée en anglais, mais vous inquiétez pas, avec un accent formidable écossais, mais vous inquiétez pas, je vais traduire dans un instant. Cette série d'images, elle a été produite par le syndicat écossais GMB, qui est un des grands syndicats écossais, pendant la COP à Glasgow, parce qu'en même temps que la COP à Glasgow, il y avait une énorme grève des travailleurs du déchet. On était au sortir du Covid et ils disaient que leurs conditions de travail s'étaient extrêmement dégradées pendant le Covid, notamment en raison des coupes budgétaires et de l'austérité. Donc ça, c'est le porte-parole. What I'm going to show you here is the extent of the cuts that have been placed on cleansing workers right across Glasgow. Glasgow is facing a major waste crisis, but the politicians for the Scottish Government and Glasgow City Council are completely denying. Yes, sickness levels are high. They're high for a reason, because the frontline workers are after COVID self-isolating and because they're absolutely exhausted. There is no contingency plan to cope with this. There's nobody to come in the back of this, because this is an emergency. So the workforce are at the work now are absolutely exhausted because of this. This is a waste crisis. The budget cuts every single year seem to get worse and worse and worse. The parks have been decimated, the roads have been decimated, so much so that potholes you could take a bath in. Cordia have got a crisis who look after vulnerable people, and of course this here is absolutely shocking, and this is right across the city. If you've got 11-a-side football team and 4 a centre half, then that game's abandoned. That's how, as workers, we feel totally abandoned because of horrendous cuts and this staffing crisis. I can do many videos, but nobody seems to be listening. I'm up to the Scottish Government now to intervene in this and walk in the shoes of these workers every single day. This is absolutely shocking. And think what you're doing to this country when you're making more budget cuts this year. Wait, I'll show you this.
Ah ouais, bon, elle continue en même temps la vidéo. Je vais l'arrêter là. How do you expect us to work in this, and how do you expect people to live in this? I'm urging the public and the workers to get together. And let's Ok, c'était juste pour vous montrer cette vidéo, donc pour résumer en 2 mots, ce que dit ce porte-parole, c'est qu'il y a eu des coupes budgétaires dans la ville de Glasgow année après année, au point que en période de Covid, il y a de moins en moins de personnes qui travaillent dans le secteur du déchet et des éboueurs et des égoutiers, et que du coup, il y a énormément, la force de travail est épuisée, ils sont épuisés ces travailleurs, et ils ont besoin d'une relance économique, ils ont besoin qu'on embauche d'autres personnes. Il conclut en disant, imaginez une équipe de football sur 11 personnes, s'il y en a 4 qui manquent, en fait vous êtes obligé d'abandonner, et nous c'est ça, on se sent abandonné parce qu'on est épuisé. Et en fait, pourquoi est-ce que je voulais faire la comparaison entre ces 2 séries d'images? C'est parce qu'elles me semblent extrêmement intéressantes pour comprendre en fait 2 manières de penser la crise écologique. Cette manière-là, c'est une manière individualisante, culpabilisante, qui s'adresse simplement aux individus comme des sujets consommateurs, qui doivent changer leur manière de consommer. L'autre vidéo, c'est une vidéo qui dit, mais en fait, il y a quelque chose qu'on ne voit pas dans cette image. Cette image, elle ne montre pas une quantité de déchets que vous produisez, elle dissimule quelque chose. Elle dissimule la quantité de travail qui est nécessaire pour que tous ces déchets ne jonchent pas les sols des endroits où on habite. Travail reproductif des femmes dans les foyers, travail des travailleurs du déchet, etc. Donc il y a une série d'images qu'on pourrait qualifier d'idéologiques au sens de Marx, puisque c'est des images qui cherchent à masquer quelque chose en même temps qu'ils dévoilent quelque chose. Ça masque le fait que la crise écologique, c'est les travailleurs qui sont au cœur, qui peuvent régler notamment les problèmes de déchets, ce qu'essaye de montrer la vidéo de GMB. Voilà aussi une chose peut-être à noter qui pour moi est assez intéressante, c'est que en fait ce type de discours, de récits qui sont individualisants, c'est des récits hyper culpabilisants, qui s'adressent notamment aux populations les plus pauvres et les plus précaires en leur disant c'est vous qui êtes responsables, c'est vous qui devez changer vos comportements. Et donc en fait c'est aussi comme ça qu'il faut comprendre le mouvement des Gilets jaunes par exemple. C'est une réaction à ce type de discours qui vous dit c'est vous qui êtes responsable de la transition écologique et vous allez devoir payer pour ça. Alors le deuxième écueil, je disais que ça c'était le premier écueil, c'était un écueil qui consiste à penser la crise écologique simplement en termes de consommation. Le deuxième écueil, c'est un problème, c'est une manière de penser, dominant là encore, qui cherche à penser en termes de solutions techniques. On va trouver des solutions techniques à la résolution de la crise écologique. Exemple évident, il va falloir remplacer les voitures à moteur thermique par des voitures électriques. Alors en fait, le problème de cette manière de penser, c'est qu'il y a la première chose auquel elle ne pense pas, c'est que c'est jamais un dispositif technique qui est responsable de la crise écologique. C'est toujours un complexe entre des dispositifs techniques, des machines, des infrastructures et des ressources. Je vous reprends l'exemple de la voiture thermique. Le problème, ce n'est pas que la voiture thermique. C'est la voiture thermique, les autoroutes, le circuit d'infrastructure qui fait circuler le pétrole et l'extraction de pétrole. Or, le même problème se repose si vous changez les voitures. Vous prenez des voitures électriques, en fait, il vous faut quand même du lithium pour les batteries, donc il faut des mines extractives, il faut aller les chercher quelque part, il faut les faire circuler et ça provoque aussi tout un ensemble de destructions environnementales. Donc en fait, le premier problème de cette lecture, disons, en termes strictement techniques, c'est qu'elle se centre sur des objets techniques, une voiture, un moteur, des panneaux solaires, etc., et non pas sur un complexe entre infrastructure, ressources, énergie. Le deuxième problème, c'est que les transitions énergétiques, en termes de transformation de certains outils techniques, elles impliquent une augmentation assez massive des consommations extractivistes. Il faut par exemple des terres rares, il faut du lithium, comme je le disais il y a un instant, je vais y revenir, etc. Donc en fait, les solutions techniques, très souvent, elles imposent une augmentation de l'extractivisme à l'échelle mondiale.
J'y reviendrai aussi dans un instant. Et enfin, la dernière limite, si vous voulez, des lectures techniques de la crise écologique, c'est ce que les économistes depuis le 19e siècle appellent l'effet rebond. C'est-à-dire que plus une technique se perfectionne, plus on va avoir tendance à l'utiliser, et donc plus on va consommer les produits dont son usage était censé limiter la consommation. Autre exemple, si vous avez des voitures qui consomment moins d'essence, en fait, les économistes ont montré que vous allez avoir tendance à utiliser beaucoup plus votre voiture parce qu'elle consomme moins d'essence. L'effet rebond, c'est qu'en fait, les techniques les plus efficientes conduisent en fait à une augmentation de la consommation des énergies qu'elles étaient censées limiter. Alors, pourquoi est-ce que je fais la critique de ces discours, disons, technosolutionnistes d'un côté et consuméristes de l'autre? C'est que, en fait, il y a plusieurs choses qu'ils n'arrivent pas à penser. D'abord, ils n'arrivent pas à penser l'entrelacement entre des dynamiques écologiques, vraiment des cycles écologiques, des infrastructures, des institutions politiques et des rapports sociaux. Ils se centrent toujours sur un type de problème à un certain endroit de la chaîne et pas sur le problème dans son ensemble. Donc ça, c'est véritablement le problème majeur de ces approches-là. Mais évidemment, j'arrive enfin dans le cœur du sujet. Le problème, c'est que ce dont ne parlent absolument pas ces approches-là, c'est de la centralité du travail dans la crise écologique. C'est de la centralité du mode de production dans la crise écologique. En se centrant sur la consommation d'un côté et la technique de l'autre, ce dont on ne parle pas, c'est le rôle des formes d'exploitation du travail dans la crise écologique et dans la manière dont ça produit des destructions de l'environnement. Donc en fait, c'est ça que je vais essayer de vous montrer cet après-midi. Je vais essayer de vous montrer qu'il y a une centralité. Voilà, ça va être mon hypothèse, une centralité du mode de production capitaliste dans la crise écologique et que, de fait, il y a une centralité des formes d'exploitation du travail dans la crise écologique elle-même. Alors, je précise maintenant quand même, parce que je ne l'ai pas encore fait, que dans une journée qui est composée très majoritairement de sociologues, je ne suis pas du tout sociologue, je suis philosophe. Je suis philosophe marxiste, je fais de la philosophie de l'environnement et de l'écologie politique, donc je travaille principalement sur des textes, sur des sources de seconde main et pas sur des sources de première main. Et qu'est-ce que c'est que l'écologie politique marxiste? Si vous voulez, c'est une écologie politique qui essaye de se dire, ok, la crise environnementale, elle est produite par des institutions politiques et des rapports sociaux. Voilà. Et ce qu'on va essayer de montrer quand on est marxiste, c'est qu'il y a un type de rapports sociaux particuliers, une certaine manière d'organiser l'économie et d'organiser le travail qui est responsable de la crise écologique. Alors, il y a plein d'autres courants de l'écologie politique. Il y a une écologie politique décoloniale, il y a une écologie politique mainstream, il y a de l'écoféminisme, etc. L'apport, si vous voulez, de l'écologie politique marxiste, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de montrer la centralité du capitalisme. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer un peu plus précisément là, c'est que la crise écologique, c'est le résultat de l'usage de techniques, de l'usage d'un certain nombre de techniques, de dispositifs techniques, mais qui sont eux-mêmes le produit de rapports sociaux capitalistes. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on s'est mis à utiliser des outils techniques, des dispositifs techniques qui produisent la crise écologique? C'était pour répondre non pas à des impératifs techniques, mais à des impératifs économiques. Allez, je vais lâcher le mot tout de suite, c'était pour augmenter les profits et donner du pouvoir aux capitalistes. Donc la crise écologique, c'est ma première hypothèse, elle est, vous voyez, c'est un truisme, c'est le produit du mode de production capitaliste. Ce qui est beaucoup moins défendu, ce qui est en général beaucoup plus rare, c'est l'idée de montrer que partir du mode de production, ça permet de comprendre le lien entre exploitation du travail, lutte des classes et crise écologique.
En réalité, c'est très rare en fait quand on parle d'écologie aujourd'hui, qu'on parle de la centralité du travail, de la centralité de l'exploitation du travail ou des formes d'organisation du travail. Donc voilà, ça c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Je vais commencer, je vais procéder en 3 moments. Je vais commencer par un premier moment assez historique sur l'histoire environnementale de l'exploitation du travail. Ensuite, je passerai à un deuxième moment qui nous permet un peu de redéfinir ce qu'est le capitalisme à partir de la question de la crise écologique. Et puis je terminerai par un troisième moment, ce que j'ai appelé politique de la nature, les travailleurs dans la planification écologique. Alors, juste avant de commencer, parce que bon, il y a plein de choses qu'on ne fait pas quand on est philosophe. On ne fait pas beaucoup de terrain, on n'a pas beaucoup de sources de première main. Mais en revanche, ce qu'on essaye de faire, c'est de définir un peu clairement les termes qu'on emploie. La définition du travail que je vais utiliser, c'est une définition très philosophique du travail. C'est une définition que j'emprunte à 2 philosophes qui sont Frank Fischbach et Emmanuel Renaud, et qui définissent globalement le travail de cette manière-là. Le travail, c'est une activité qui mobilise des techniques de manière séquentielle, selon un ordre donné, afin d'engendrer des réalités nouvelles adaptées à des besoins sociaux, avec une certaine discipline, et qui engage des dispositions cognitives, psychiques ou corporelles. Bon, vous allez me dire, merci les philosophes, avec des définitions aussi générales, on ne va pas très loin. Mais en fait, cette définition, elle est très utile. Elle est très utile pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'elle embrasse tout un ensemble d'activités qui ne relèvent évidemment déjà pas de l'emploi, qui sont beaucoup plus larges que ça, qui ne relèvent pas nécessairement du travail capitaliste, du travail aliéné ou du travail exploité, mais qui aussi recouvrent les formes de travail désirables. C'est-à-dire que cette définition, elle permet de décrire des activités exploitées dans le cadre d'un travail salarié par exemple, mais pas que, mais aussi elle permet de décrire ce que serait un travail qui ne détruit pas le vivant, qui entretient la reproduction de la société, un travail adapté à des besoins sociaux et qui mobilise des dispositions cognitives, psychiques ou corporelles. Donc voilà, dans cette définition, tous les éléments évidemment sont importants, les 6 éléments principaux. Une activité technique, bon, il y a besoin de mobiliser un certain nombre de techniques effectuées par étapes qui produit des réalités nouvelles, réalités qui ne sont pas nécessairement des marchandises, même si elles sont principalement dans le capitalisme des marchandises. Une idée là qui peut vous paraître étrange, c'est qu'il y a dans cette définition pour satisfaire des besoins sociaux. Alors, en tant que marxiste, on considère que la force du capitalisme, c'est de redéfinir les besoins. C'est pas que le capitalisme ne satisfait pas des besoins. Il redéfinit des besoins, comme toute société redéfinit ses besoins. Il redéfinit des besoins qui conduisent à la destruction de l'environnement, qui renforcent l'exploitation du travail, mais néanmoins qui, dans la société actuelle, sont des besoins. Par exemple, si vous parlez à des raffineurs, ils vont vous dire « Ah bah oui, on peut arrêter de produire du pétrole, mais enfin, vos voitures, elles vont se déplacer comment ?» On a bien un besoin d'essence pour faire fonctionner des voitures, pour aller travailler, etc. Donc il y a bien une redéfinition de besoins sociaux qui sont des besoins réels. Donc voilà, je passe, mais en gros, ce sera toujours cette définition du travail que j'aurai en tête quand je présenterai cette intervention. Alors, je commence avec mon premier point sur l'histoire de la crise écologique et des liens entre exploitation et écocide. On sait que la crise climatique, elle commence avec l'adoption de la machine à vapeur alimentée avec du charbon. En gros, on peut dater le début de la crise climatique véritablement au début du 19e siècle en Angleterre, quand on se met à adopter des machines à vapeur alimentées au charbon. En fait, la question, maintenant, c'est de se demander, c'est une question qui a été magistralement posée par l'historien de l'environnement Andreas Malm dans un livre qui s'appelle Fossil Capital, le capital fossile, c'est pourquoi, à un certain moment donné, des capitalistes anglais se sont dit qu'ils allaient utiliser des machines à vapeur à la place des moulins à eau et de tous les outils qu'ils avaient avant. Bon, première réponse à laquelle on pense, qui peut paraître évidente, c'est techniquement c'était plus performant, plus de puissance en termes de chevaux vapeur. La réponse de Malm, c'est
quand on se penche sur les questions techniques, c'est pas du tout. Les premières machines à vapeur, elles sont bien moins puissantes que les moulins à eau qui existent dans les industries textiles anglaises au début du 19e siècle. Il y a 3 raisons qui vont pousser les capitalistes à adopter la machine à vapeur. La première raison, c'est que, et donc le charbon, la première raison, c'est que ça leur donne un avantage spatial. Parce que les moulins à eau, vous êtes obligés de les installer là où il y a des cours d'eau. Principalement dans des endroits à la campagne où il y a des rivières, où vous devez faire des canalisations, etc. Quand vous installez une usine à la campagne, il y a peu d'ouvriers, ou dans des grandes banlieues, il y a peu d'ouvriers. Donc les ouvriers, il faut les maintenir sur place. Or, une des grandes stratégies de lutte du monde ouvrier du 19e siècle, ça a été le cas aussi à d'autres périodes, mais c'est la mobilité ouvrière. Si vous êtes maltraité dans une usine parce que vous n'avez pas des bonnes conditions de travail, vous allez dans une autre usine, vous désertez l'usine et vous allez ailleurs, vous faire embaucher ailleurs, vous trouvez du travail. Si vous êtes à la campagne, vous n'arrivez pas à fixer la main-d'œuvre ouvrière. Or, la machine à vapeur, c'est génial, vous pouvez l'installer absolument où vous voulez. Donc, vous pouvez l'installer en ville, là où il y a des fortes concentrations ouvrières. Le deuxième avantage du charbon, c'est que ça fournit un avantage dans la concurrence entre capitalistes. Quand vous devez faire des moulins à eau, en général, il faut aussi faire des canaux, il faut creuser des rivières, il faut investir énormément de capital et il faut de la coopération entre capitalistes. Il faut des ingénieurs et il faut coopérer entre capitalistes parce que, en fait, un capitaliste n'a en général pas les moyens de faire ses investissements. Avec la machine à vapeur, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin de coopération. Vous pouvez vous livrer à une concurrence accrue. Et la dernière raison de l'adoption de la machine à vapeur, c'est sans doute la plus importante, c'est que entre 1830 et 1840, les ouvriers anglais, ils arrachent des victoires énormes sur le temps de travail. Le temps de travail qui était quasiment illimité est limité à 12 heures par jour pour les hommes, travail interdit de nuit, travail interdit pour les enfants, etc. Or, avec cette réduction du temps de travail, il faut que les capitalistes s'adaptent à ce nouveau temps de travail. Quand vous avez des moulins à eau, en fait, le flux hydrique, c'est pas vous qui le décidez. Donc, en fait, les ouvriers, ils travaillaient parfois de nuit parce que c'est là où il y avait le plus de puissance dans les moulins à eau. Donc, à partir du moment où il y a une réduction du temps de travail, une législation sur le temps de travail qui est obtenue par la lutte des ouvriers sur le temps de travail, la machine à vapeur, ça devient un avantage stratégique. Et donc, la réponse de Malm, c'est la suivante, c'est que, en fait, pourquoi les capitalistes adoptent la machine à vapeur? C'est qu'ils l'adoptent parce que c'est une réponse technopolitique. Ça leur donne un avantage technopolitique dans la lutte des classes. Ça leur donne un avantage dans la concurrence avec les autres capitalistes et ça leur donne un avantage pour briser les résistances ouvrières. Et de la même manière, ça a été montré, et donc ça, voilà, juste pour conclure sur ce point, le début de la crise climatique, elle s'inscrit profondément dans l'histoire de la lutte des classes et dans la compétition politique entre travailleurs et capitalistes. Je suis désolé, je crois qu'on ne peut pas prendre de questions parce qu'on ne peut pas les entendre et vous pourrez poser toutes vos questions après. On m'a dit qu'il n'y avait pas trop de questions possibles pendant la première heure pour des questions d'enregistrement. J'en suis désolé, mais on pourra poser toutes les questions que vous voulez après. La même chose va se passer pour le passage du charbon au pétrole. La raison qui pousse cette fois-ci non plus l'industrie anglaise, mais l'armée anglaise a développé des moteurs au mazout et non plus au charbon. C'est le moment où Churchill arrive à l'amirauté et il vient d'être nommé à la tête de l'amirauté britannique et il se rend compte de quelque chose. Il y a eu des grèves au Pays de Galles énormes en 1910-1911 que les cheminots et les mineurs, quand ils font une grève ensemble, non seulement ils paralysent toute l'économie anglaise, mais ils paralysent toute l'armée anglaise. Armée qui est l'armée de l'Empire colonial. Parce que s'il n'y a plus de charbon qui arrive pour alimenter les bateaux, l'armée anglaise, elle est clouée au sol. Et donc Churchill se dit, il faut absolument contourner ce pouvoir qu'ont obtenu les cheminots et les mineurs, pardon. Et donc pour éviter ça, limiter la capacité d'auto-organisation ouvrière, ils vont développer des moteurs au mazout
donc bon, un des composés du pétrole. Pourquoi? C'est un avantage énorme. Le pétrole, vous allez le chercher très loin. Vous n'êtes pas obligé de passer par des chemins de fer parce que vous le ramenez en bateau. Les bateaux, ils peuvent contourner la plupart des obstacles. Et donc, les travailleurs extractifs se retrouvent au Moyen-Orient. Les travailleurs productifs se retrouvent en Europe. Il y a donc en fait quasiment plus de communication possible entre eux. Vous avez brisé une des formes centrales de l'organisation et de la coopération ouvrière. Ça a été très bien montré dans le travail de Timothy Mitchell. Alors, je continue cette histoire à grands traits de la centralité du travail dans la crise écologique. Toute cette machine fossile qui se met en place dans l'industrie du textile en Angleterre au XIXe siècle, elle a pour vocation d'abord de transformer du coton. Et ce coton, il ne vient pas de nulle part. Ce coton, il vient de plantations coloniales. Il vient de plantations coloniales qui sont d'abord et majoritairement à ce moment-là dans les Caraïbes et en Amérique. Alors, si évidemment la crise climatique, elle commence en Angleterre avec l'adoption de la machine à vapeur et l'usage du charbon, la crise écologique, qui n'est pas du tout à confondre avec la crise climatique, elle tire ses racines bien avant. Elle a commencé bien avant quand, dans les premières plantations coloniales, qui vont d'abord fournir du sucre à l'Europe, puis fournir du coton, on a instauré pour la première fois de la monoculture d'exploitation, monoculture destinée à l'exportation. Et c'est ce modèle-là d'agriculture dans laquelle on fait de la monoculture, donc culture d'une seule espèce de plante, où on élimine toutes les autres espèces et où on fait travailler souvent avec du travail forcé et des esclaves. Ça se met en place dans les plantations coloniales, sur les îles de Madère à partir du XVIe siècle, et puis après dans les plantations aux Caraïbes et en Amérique. Ce qui est tout à fait marquant, c'est que ça, c'est véritablement le début de la crise écologique agraire telle qu'on la connaît, avec ce modèle d'agriculture intensive. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ce modèle d'agriculture intensive, il se met en place exactement au même moment qu'une division internationale et raciale du travail, dans laquelle il y a des ouvriers blancs qui vont travailler dans les manufactures et dans les industries des pays du Nord. Il y a des travailleurs esclaves qui vont travailler dans les plantations suite à la traite négrière. Donc en même temps que le début d'une crise écologique, et lié au début de cette crise écologique, ce qu'il y a, c'est une division raciale et internationale du travail qui est en train de se mettre en place sous l'effet de la colonisation. Alors, ça a été très bien montré par tout un ensemble de chercheurs, d'historiens notamment, qui ont travaillé sur la question des plantations, et notamment des historiens américains qui ont travaillé sur les plantations américaines. Et en fait, ce qu'ils remarquent et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le même genre de discipline qui s'impose aux travailleurs esclaves dans les plantations, c'est-à-dire une discipline sur les gestes. On va standardiser les gestes pour la première fois. On se met véritablement en agriculture à standardiser les gestes dans la plantation agricole. Et aussi, dans la monoculture de plantation, on se met à prendre une seule plante, à la planter de manière systématique, et donc à appauvrir complètement les écosystèmes. On détruit des écosystèmes, c'est ce qui se passe par exemple à Madère, première île où il y a un écocide, une crise écologique majeure, c'est dès le XVIe siècle, parce que les colons européens arrivent, rasent les forêts des îles de Madère, font des plantations de canne à sucre, et une fois qu'il n'y a plus de forêt, qu'ils ne peuvent plus raffiner le sucre et que les îles de Madère ont perdu complètement toutes les forêts et leur écosystème est complètement détruit, ils vont ailleurs chercher d'autres écosystèmes à exploiter. C'est ce que dit une spécialiste des plantations américaines qui s'appelle Sophie Chao pour le rapport entre les travailleurs et les plantes, c'est que leur corps et leur force vitale sont mis au travail pour répondre aux diktats de la production capitaliste.
Alors voilà, bon, tout ça, ça a fait qu'un certain nombre de gens ont parlé de plantationocène pour décrire la crise écologique, c'est-à-dire une ère de la plantation. C'est-à-dire la crise écologique, par exemple, dans le monde agricole, c'est-à-dire la standardisation de toutes les mêmes pratiques agricoles. Son origine, elle est profondément coloniale et elle vient des plantations coloniales. Alors ça aboutit aussi à l'idée qu'il faut sans doute redéfinir le capitalisme. Il faut redéfinir le capitalisme. Alors moi je me base sur une définition très marxiste du capitalisme, mais vous allez voir sur une définition qui est néanmoins un peu élargie. Alors à la suite d'un auteur, d'un historien de l'environnement qui s'appelle Jason Moore, je vous propose de définir le capitalisme de la manière suivante. C'est un système économique qui est fondé sur la production de marchandises pour le profit. Alors ça, là-dedans, on est totalement dans la sphère du marxisme, donc on produit des marchandises pour le profit, par la vente sur le marché. On va être encore tout à fait marxiste en disant que ça n'est possible que par exploitation de travail payé, d'un travail salarié. C'est comme ça qu'il y a production d'une survaleur. Mais ce que va ajouter Moore, à la suite des féministes de la reproduction sociale dont on parlait déjà ce matin, c'est que ce n'est pas simplement par exploitation du travail payé, mais que c'est aussi par appropriation gratuite de tout un ensemble de forces et de travaux qui sont appropriés gratuitement par le capitalisme. Sans quoi le capitalisme ne pourrait pas se reproduire. Dans cette appropriation gratuite des forces naturelles ou de travail non payé, il y a évidemment le travail des femmes, le travail reproductif des femmes dans les foyers, sans lequel il ne pourrait pas y avoir de reproduction de la force de travail. Mais il y a aussi, dit Jason Moore, tout le travail non payé des sphères esclavagistes ou du travail forcé qui continue encore massivement à l'échelle mondiale. Et ce qu'ajoute Jason Moore, aussi une appropriation gratuite de forces naturelles. Il faut, pour que le capitalisme continue de fonctionner, s'approprier massivement des forces naturelles et il faut se les approprier pour pouvoir produire des marchandises et détruire l'environnement, enfin produire des marchandises pour faire du profit. Alors là, j'essaye juste de vous faire un petit résumé, non plus historique, mais un peu plus synthétique, si vous voulez, de la circulation de la marchandise dans le monde capitaliste pour comprendre le lien entre exploitation du travail et crise écologique. Si on prend une marchandise, n'importe quelle marchandise, y compris un logiciel ou un truc très immatériel, à un moment, il faut extraire des ressources, il faut de l'extraction. On sait que l'extraction, elle est massivement écocidaire, elle produit énormément de destruction de l'environnement, de pollution, etc. Mais aucune extraction, aussi loin soit-elle, aussi automatisée soit-elle, ne se fait sans une exploitation de travailleurs. Il y a donc en même temps appauvrissement des milieux et exploitation du travail extractiviste. Les matières premières qui vont être nécessaires à la production de marchandises, elles circulent à l'échelle mondiale. C'est le secteur central de la logistique dont a déjà parlé David Gaborio ce matin. Circulation des marchandises qui nécessite maintenant énormément de circulation à l'échelle mondiale. La plupart des marchandises, par exemple de vêtements, elles traversent le monde plusieurs fois avant d'arriver à l'endroit où elles vont être consommées. Or la circulation, je vais y revenir dans un instant, la circulation c'est pareil. Dans une économie fossile où la majeure partie de la circulation des marchandises se fait avec des machines qui fonctionnent au pétrole, au kérosène ou avec des dérivés du pétrole, en tout cas, ça émet énormément de CO2. Donc dans la circulation aussi, exploitation de travail, du travail logistique et émission de CO2. C'est seulement là qu'on arrive alors à la production, à la transformation des ressources, ce qu'on appelle l'usine, ce dont parle principalement Marx au XIXe siècle. Le lieu sur lequel il se centre, c'est véritablement sur le lieu de la production. Et là encore, évidemment, pollution industrielle, exploitation de travail productif, etc. La marchandise ne s'arrête pas là, elle continue de circuler, elle continue ensuite d'être consommée. Sa vie, d'ailleurs, ne s'arrête pas là, puisque, comme on le montrait tout à l'heure dans les premières vidéos, elle est ensuite transformée en déchets et elle doit ensuite être revalorisée, reprise dans d'autres circuits de valorisation. Qu'est-ce que ce schéma extrêmement simplificateur cherche à montrer ? C'est simplement que, en fait, il n'y a pas
à aucun moment de forme de destruction du vivant et de la nature qui ne soit pas liée à des formes d'exploitation du travail. À tout moment, quand on détruit l'environnement, c'est parce qu'on a mis en place un système productif qui repose sur des formes d'exploitation du travail. Il n'y a pas d'émissions de CO2 dans la logistique sans des travailleurs de la logistique qui font circuler les marchandises. Il n'y a pas d'émissions de pollution, qu'elles soient agraires ou ailleurs, sans des travailleurs qui sont exploités, qui sont mis au travail là pour faire circuler et produire ces marchandises. Donc ça, si vous voulez, c'est un peu l'idée centrale, c'est qu'il n'y a pas de destruction du vivant, pas de destruction de la nature sans des formes d'exploitation du travail. Alors maintenant, je vais essayer de voir comment... je vais passer sur cette très belle loi écologique de l'accumulation. Tout ça, c'est le circuit de la production chez Marx. C'est montré c'est de l'argent, du capital. Que fait le capitaliste? Il achète des marchandises. Le but du capitaliste, il a de l'argent, il veut, à prime, c'est plus d'argent. Voilà, ça c'est la seule chose. Argent, plus d'argent. Pour avoir plus d'argent, il va avoir besoin de marchandises. Les marchandises, il a besoin de deux types de marchandises principales, de la force de travail et des moyens de production matériels. Donc force de travail, il va acheter la force de travail de travailleurs et des moyens de production. Dans les moyens de production, il achète nécessairement de l'énergie. Et de l'énergie, c'est le E qui est ici, l'énergie dans notre système, elle est à très grande majorité fossile. Donc il n'y a pas de production, de cycle de production de marchandises qui pourraient être finalement revendues pour que le capitaliste obtienne enfin plus de A qu'il avait de A au départ, sans qu'il y ait émission de CO2. Donc voilà, ça c'est pour montrer, si vous voulez, l'intrication très forte de l'exploitation du travail dans la logique capitaliste et en l'occurrence de la crise climatique. Alors, je vais aller un peu plus vite sur mon deuxième point pour peut-être avoir plus de temps sur le troisième et sur la fin. Dans le deuxième point, je voulais essayer de vous montrer qu'en fait, ça nous permet de penser une redéfinition du capitalisme. Redéfinition du capitalisme comme un système qui exploite le travail salarié, mais qui aussi s'approprie gratuitement tout un ensemble de forces de travail et qui s'approprie aussi massivement les forces de la nature. Ce qu'il y a d'intéressant, je vais peut-être discuter un peu, les philosophes font ça de manière générale, toujours discuter les termes de la question qu'on leur pose. Donc la question ici qu'on m'a posée, c'était est-ce qu'on peut travailler sans détruire le vivant? Le problème du capitalisme, c'est pas simplement qu'il détruit le vivant ou qu'il détruit la nature. Le problème du capitalisme, c'est aussi, c'est vrai, c'est un problème fondamental, mais c'est aussi qu'il met la nature au travail, qu'il essaye de rendre toute la nature productive. Il faut absolument que tout soit productif. Si ça ne rapporte pas d'argent, si ça ne permet pas d'engendrer plus de marchandises, alors ça ne l'intéresse pas. Effectivement, la nature qui n'est pas productive, on peut la détruire. Mais en fait, il y a toute une partie de la nature, les capitalistes ne peuvent pas se permettre de détruire, ils en ont besoin pour produire des marchandises. C'est le cas en agriculture, on a besoin que les sols soient fertiles. En fait, on ne peut pas les détruire à l'infini, il y a un moment, il faut que les sols continuent d'être fertiles. On ne peut pas détruire toutes les espèces parce que s'il n'y a plus de pollinisation, à vrai dire, il n'y a plus d'engendrement de nouvelles marchandises possibles. Donc, le capitalisme... Ça, si vous voulez, c'est un peu une idée qui me travaille beaucoup, c'est qu'il faut distinguer le fait dans le capitalisme qu'il essaye toujours d'augmenter la productivité de la nature, il essaye toujours de la rendre plus productive, de la mettre au travail, ce que j'appelle la mettre au travail, mais il détruit la nature, le capitalisme, selon deux modalités. Il y a l'appropriation de la nature, donc il prend des trucs qui sont déjà là, on va puiser des énergies fossiles dans les sols, par exemple. Bon, voilà. Et une autre modalité très différente de rapport du capitalisme à la nature, c'est la mise au travail des vivants et des écologies. Ça, évidemment, ce à quoi on peut penser, c'est l'agriculture, mais c'est aussi l'élevage. Il y a 50 milliards d'animaux dans l'élevage industriel. On n'a jamais autant eu d'animaux dans l'élevage industriel dans le monde, et ça augmente tous les ans. Des animaux dont on exploite la force de travail. Vous voyez où je veux aller, on pourrait y revenir parce que c'est évidemment très discutable, mais je pense que si évidemment il n'y a que des êtres humains qui travaillent en tant que travailleurs conscients,
de leurs conditions de travail. Il y a énormément de vivants et d'écosystèmes qui sont mis au travail par le capitalisme pour essayer de rendre ces écosystèmes plus productifs. Qu'est-ce que j'appelle mise au travail? Ce que j'appelle mise au travail, c'est le fait, voilà, justement, d'enrôler des processus naturels au service de l'accumulation capitaliste. C'est de faire travailler la nature pour les capitalistes, d'utiliser des processus naturels. Et alors, juste pour rentrer un tout petit peu dans le détail, et puis après je vais passer au premier point, il me semble qu'on peut penser cet enrôlement de la nature par le capital en utilisant un concept que Marx utilisait pour décrire véritablement le rapport entre capital et travail. Ce concept que Marx utilisait, c'était le concept de subsomption. Et Marx, il distinguait deux principales formes de subsomption. Subsomption, c'est un terme très philosophique, bon voilà, un peu pénible, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire une forme de domination ou d'englobement du travail par le capital. La première forme, pour Marx, de subsomption, c'est ce qu'il appelait la subsomption formelle. Subsomption formelle du travail par le capital, c'est l'idée que le capitaliste ne va pas changer la manière dont les gens travaillent, mais il va simplement leur fournir les matières premières, récupérer la marchandise qu'ils ont transformée et faire du profit avec ça, mais sans avoir transformé le procès de travail lui-même, la manière dont les gens travaillent. Alors, à l'époque de Marx, c'est très marquant, aujourd'hui c'est un peu différent, c'est les capitalistes qui vont voir des femmes qui ont toujours filé du coton ou qui ont toujours fait des tissus et qui leur disent pas venez à l'usine avec un contrat de travail, mais qui vont chez elles, leur apportent le coton, leur font faire le coton, viennent le chercher après et se font un profit en vendant le coton beaucoup plus cher qu'ils ne l'ont acheté aux femmes qui ont filé le coton. Donc ça, c'est ce qu'il appelle la subsomption formelle, c'est-à-dire on ne transforme pas, les capitalistes ne changent pas la manière dont vous travaillez. En fait, on pourrait dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de formes de subsomption formelle en train de se remettre en place dans tout un ensemble de travaux, notamment où on laisse les gens faire du télétravail ou se déplacer librement, organiser comme ils veulent leur travail. C'est leur dire, on ne change pas votre procès de travail, votre manière de travailler, mais en revanche, on va vous fournir vos matières premières et ensuite récupérer le service. D'une certaine manière, il faudra en discuter avec les sociologues du travail, on pourrait dire qu'un certain type de capitalisme de plateforme, il participe peut-être d'une manière de faire ça, en disant aux gens, voilà, vous conduisez votre voiture comme vous voulez la conduire. Moi, je ne vais pas vous dire comment vous allez la conduire. Il y a un code de la route. Je ne vous dis pas, voilà. En revanche, je vous fournis l'application et les clients et après, je fais du profit. La deuxième forme de subsomption dont parle Marx, c'est la subsomption réelle du travail par le capital. C'est ce que Marx appelle la véritable forme capitaliste de subsomption, c'est-à-dire les capitalistes qui ne vont pas simplement fournir les matières premières et acheter les marchandises à la fin, mais qui vont transformer totalement le procès de production en créant des usines, en vous disant comment vous devez travailler, en organisant scientifiquement la production. Et il me semble que en fait, ce même type de rapport au travail, on le voit dans le rapport à la nature. Les capitalistes, ils peuvent soit dans le rapport à la nature récupérer des marchandises, récupérer des ressources qui ont été produites naturellement sans les transformer. C'est ce que j'appelle une subsomption formelle de la nature par le capital. Ou bien ils peuvent transformer très profondément les processus naturels pour les rendre plus productifs. L'image la plus forte qu'on peut avoir de ça, c'est par exemple les OGM, toutes les biotechnologies qui visent à véritablement transformer les processus naturels eux-mêmes pour les rendre plus productifs. C'est-à-dire que dans la logique même du vivant, il faut que le vivant soit un travailleur lui-même transformé en travailleur productif. Alors, je vais vous passer sur mais rapidement là-dessus, mais ça veut dire que pour moi ce qui est intéressant quand on pense le rapport entre capital, travail et nature, c'est de se dire que dans les usages productifs de la nature, ça va répondre à la question qui m'a été posée, dans les usages productifs de la nature, dans les usages de travail, ils ne sont pas forcément destructeurs.
tous les usages de la nature ne sont pas forcément destructeurs de l'environnement, y compris dans le capitalisme. Je pense qu'il faut distinguer deux grands types d'usages de la nature, l'appropriation des forces naturelles, donc on approprie des choses qui sont déjà là, et ce que je disais, la mise au travail des vivants et des relations écologiques. Et ça peut se faire dans le respect des conditions, ce que j'appelle, à la suite de tout un ensemble de féministes, notamment de penseuses écoféministes, le respect des conditions de reproduction écosociale de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que la vie se reproduise, il y a besoin de tout un ensemble de conditions qui sont à la fois sociales et écologiques. Il faut entretenir les conditions de reproduction de la vie. Il faut élever des enfants, mais il faut aussi qu'ils soient dans des environnements plutôt sains. Donc il faut qu'il y ait des conditions écologiques plutôt saines. Et il y a tout un ensemble de travaux dans les sociétés, mais encore dans le capitalisme, qui sont des travaux qui prennent soin de la reproduction écosociale de la vie. Que ce soit dans la manière dont vous prenez soin d'un champ, quand vous faites de la permaculture, ou beaucoup plus massivement le secteur du soin, de l'éducation des enfants, etc. Donc à la question, est-ce qu'on peut travailler sans détruire le vivant? On peut dire qu'il y a tout un ensemble de travaux qui non seulement ne détruisent pas le vivant, mais sont même la condition de la reproduction du vivant, du fait qu'il continue à y avoir la vie qui se reproduise. Il y a bien des travaux qui détruisent le vivant, mais il y a aussi des travaux qui permettent de le reproduire. Et je pense que dans une perspective écologique, alors là, et dans une perspective politique, de l'écologie politique, la centralité à accorder dans une société écologique, c'est évidemment à cet ensemble de travaux qui permettent de maintenir les écosystèmes et de permettre aux sociétés de se reproduire sans se détruire. Évidemment, les travaux du soin, de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, etc. Alors, je vais passer là-dessus pour en arriver, si vous voulez, maintenant à une réflexion plus politique. Dans le quart d'heure qui me reste, je voudrais arriver donc à une réflexion un peu plus politique et plus normative, si vous voulez, sur les rapports entre travail, capital et nature. La transition énergétique, aujourd'hui, la transition écologique, c'est principalement telle qu'elle est envisagée par les dominants, une transition énergétique. Pour le reste, il ne s'agit pas particulièrement de transformer l'agriculture, les modes de vie, les cycles, etc., ou de prendre soin des cycles de vie. C'est principalement une transition énergétique telle qu'il l'envisage. Et telle qu'il l'envisage, c'est une transition énergétique fondée sur l'usage d'énergie, de sources d'énergie renouvelables, dont on sait que la construction des machines qui vont permettre de les utiliser est extrêmement destructeur pour l'environnement. En fait, on n'utilise pas la force motrice du vent sans avoir des éoliennes. On n'utilise pas la force du soleil sans avoir des panneaux photovoltaïques. On n'utilise pas des voitures électriques sans avoir des batteries au lithium dont l'extraction est extrêmement destructrice pour l'environnement et, encore une fois, pour les gens qui travaillent dans ces secteurs-là. Et ça, c'est évidemment une question centrale. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire faire cette transition énergétique, simplement pensée comme une transition énergétique sans décroissance générale de la production? Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir accumuler énormément, aller chercher énormément de ressources. Et donc ça implique le redéploiement de politiques impérialistes et extractivistes très fortes à l'échelle mondiale. Je vous ai donné juste une citation assez incroyable de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en 2023. Elle était avec le président brésilien Lula à une conférence de presse et au cours de cette conférence de presse, elle a dit « L'Europe est de retour en Amérique latine ». Je trouve ça assez incroyable parce que c'est évidemment le retour dont on parle, c'est un retour de l'Europe depuis la colonisation. La dernière fois que l'Europe était massivement en Amérique latine, c'était pendant la période coloniale. Donc une affirmation tout à fait coloniale du fait que l'Europe a besoin des ressources de l'Amérique latine et qu'elle a besoin des ressources de l'Amérique latine et que pour ce faire, elle est prête à défendre les gouvernements les plus extractivistes
qu'il soit de gauche ou de droite pour l'Europe, c'est pas si important que ça, moins important que pour les États-Unis, mais en tout cas qu'elle a absolument besoin de ces ressources. Exactement au même moment, il y avait dans la région de Jujuy, en Argentine, une mobilisation extrêmement massive contre tout un ensemble de mines de lithium qui détruisent complètement l'environnement, notamment en puisant dans les nappes phréatiques, ce qui a abouti à des sécheresses, à des pertes d'eau potable. Et il y a eu une répression extrêmement forte, le passage d'une constitution dans la région extrêmement réactionnaire, et tout ça avec le soutien des gouvernements occidentaux qui veulent s'assurer des conditions de l'accès aux ressources de la transition énergétique. Comme le dit Ursula von der Leyen, ils ont absolument besoin de ça. Donc on voit ici qu'il y a aussi le rôle de l'État et des politiques impérialistes qui est absolument central dans la manière dont les dominants pensent la transition énergétique et surtout dont ils ne pensent pas la centralité du travail. Alors voilà, qu'est-ce que pour essayer d'aboutir à quelque chose d'un peu plus clair sur la question de la place des travailleurs. Un des grands discours, un des obstacles majeurs à l'articulation des luttes écologistes et des luttes du travail, c'est ce que les néoconservateurs américains, mais en fait maintenant les capitalistes partout dans le monde ont développé comme étant un chantage à l'emploi. C'est-à-dire l'idée que si on prend des mesures écologistes, eh bien, en fait, il va y avoir une perte d'emploi. Donc, l'alternative est simple. Soit vous défendez l'emploi et vous êtes contre l'écologie, soit vous êtes pour l'écologie, mais alors vous êtes contre les emplois. Et ça, c'est un discours véritablement structurant des rapports entre les luttes sociales et syndicales et les luttes écologistes. Là, je vous ai mis des extraits d'un article de recherche d'Américains sur le grand syndicat américain AFL-CIO, et dont un des rapports, voilà, c'est des citations de ce rapport, disait « Des mesures extrêmes, parlant du changement climatique, risqueraient de limiter la croissance économique, d'affaiblir certains secteurs ou de placer les États-Unis dans une situation de dépendance à l'égard d'autres pays ». Donc ça, c'est la position majoritaire du syndicat. Et pourquoi qu'il y ait un discours vraiment dominant, selon lequel, en fait, du point de vue de l'écologie, les capitalistes et les travailleurs sont dans le même camp. Pourquoi ? Parce que les capitalistes et les travailleurs défendent l'emploi, contre les écologistes qui viennent les menacer. Ce discours-là, il a été largement porté par les capitalistes depuis les années 80, mais au-delà des capitalistes, c'est un discours qui a infusé, qui est encore extrêmement présent dans un ensemble de discours syndicaux, qui est aussi à mettre sur le compte du fait que parfois les écologistes ont effectivement eu des discours sur le monde du travail qui étaient très extérieurs au monde du travail, à la question de l'emploi, de la dépendance au salaire, etc. et qui peuvent avoir un discours sur l'abandon ou la fermeture de certains secteurs qui empêchent toute alliance entre écologistes et travailleurs. Mais néanmoins, il me semble que ce discours, c'est très largement une construction idéologique. C'est une construction idéologique qui vise à empêcher toute alliance. Et à quel moment on s'en rend compte de ça ? On s'en rend compte, par exemple, comme en ce moment, où il y a une des fermetures massives dans l'industrie, que ce soit dans l'industrie automobile ou dans l'industrie de la chimie, et où, en fait, ceux qui menacent en permanence l'emploi, et notamment l'emploi industriel, ce n'est pas massivement ou principalement les écologistes qui pensent le démantèlement de certaines filières, c'est principalement le capital quand il vise à délocaliser des filières industrielles. Alors, pour dépasser ce discours de chantage à l'emploi, d'opposition entre écologistes et travailleurs qui tend à mettre les travailleurs et les capitalistes du même côté, en fait, on peut se référer à une histoire d'assez longue durée de mouvements écologistes et de mouvements de travailleurs qui ont fait des liens, ont connu des alliances, et même, là je vais me centrer sur un exemple, de travailleurs qui ont pris la question écologiste très au sérieux. Et là, c'est un exemple d'une campagne qui a été lancée par un syndicaliste américain dans les années 70 qui s'appelait Tony Mazzocchi et qui travaillait dans les raffineries Shell, donc au cœur de l'économie fossile américaine. Et en 1973, il participe, c'est simplement le porte-parole, mais il participe à un mouvement massif
de grève dans les raffineries Shell, la première grève qui touche toutes les raffineries, où les mots d'ordre des travailleurs, des raffineurs de Shell, ils sont triples, ils portent sur l'augmentation des salaires, sur la santé et la sécurité au travail, qui est vraiment une question centrale en fait des réflexions écologistes. Les premiers qui sont touchés par les pollutions, c'est quasiment toujours les travailleurs dans les lieux où les pollutions sont émises, et qui appelaient aussi à sortir avec une transition longue de l'économie fossile. Et pour défendre ça, il avait d'abord forgé le concept d'un super fonds pour les travailleurs. Ce que c'était un super fonds pour les travailleurs, selon Tony Mazzocchi, c'était l'idée qu'il devait y avoir des fonds, comme il y a des fonds pour l'environnement, pour dépolluer les sols, etc., il doit y avoir des fonds, lui il pensait fédéraux à l'échelle américaine, pour permettre aux travailleurs américains des secteurs qui allaient devoir être démantelés parce que c'était des secteurs trop polluants, de toucher leur salaire à taux plein jusqu'à ce qu'ils retrouvent un travail, de faire des formations, etc. C'est ce concept de super fonds pour les travailleurs qui a donné lieu au concept de transition juste qui est maintenant utilisé très largement dans les organisations syndicales. Je vous donne juste très rapidement, parce que ça donne des pistes, une citation de 2 autres syndicalistes américains qui étaient pour la mise en place d'un super fonds pour les travailleurs. Voilà ce qu'ils proposaient concrètement pour permettre une alliance véritable entre écologistes et travailleurs. Nous proposons la création d'un fonds spécial, un fonds de transition juste, que nous avons appelé dans le passé un super fonds pour les travailleurs. Essentiellement, ce fonds offrira à ceux qui suivent un salaire complet et des avantages sociaux jusqu'à ce que le travailleur prenne sa retraite ou qu'il trouve un emploi comparable. 2, jusqu'à 4 années d'allocation pour frais de scolarité pour fréquenter des écoles professionnelles ou des collèges, plus un revenu complet pendant les études. 3, des allocations ou des subventions post-formation si aucun emploi à salaire comparable n'est disponible après l'obtention du diplôme. Et 4, une aide à la réinstallation. Donc en fait, ce qu'ils avaient avec cette idée de super fonds ou de transition juste, c'est l'idée qu'il faut donner les moyens aux travailleurs de pouvoir se lier à des revendications écologistes, mais que pour ça, il faut qu'il y ait des conditions matérielles de cette alliance. Et ces conditions matérielles, c'est d'abord des financements. Ce qui sont en fait des revendications pour Tony Mazzocchi, ce super fonds, cette transition juste avec de l'argent pour les travailleurs, ça doit être d'abord porté comme revendication des mouvements écologistes. Évidemment des mouvements syndicaux, mais aussi des mouvements écologistes. Et alors, pour terminer sur cette partie plus politique, je voulais vous donner un exemple dont Jean-Luc Mélenchon a parlé ce matin, puisqu'il y était la semaine dernière, et où Clémence Guettet aussi y a été il y a 2 semaines. C'est une autre usine, un autre lieu où des travailleurs se sont organisés pour l'environnement et pour le climat. C'est dans l'usine ex-GKN de Florence. Alors en fait, c'était une usine qui produisait des composants automobiles pour une grande entreprise de composants automobiles européenne. Cette usine, cette entreprise, elle est rachetée par un fonds d'investissement américain en 2018 et en 2021, ils apprennent qu'il va y avoir restructuration et licenciement de clôture de toute l'usine. À partir de ce moment-là, ils ont décidé, les ouvriers, ça c'était le 9 juillet 2021, le 10 juillet, ils ont décidé d'occuper l'usine de GKN de Florence. Depuis ce moment-là, ils occupent l'usine en permanence pour se réapproprier l'appareil productif, surtout pour qu'il ne soit pas démantelé. Parce que, en fait, ceux qui démantèlent des secteurs industriels aujourd'hui, ce qui rappelle bien, ce n'est pas les écologistes, c'est là encore les capitalistes qui délocalisent. Et alors, ils ont porté un projet, ces ouvriers de l'usine GKN, ils ont porté un projet qui portait sur 3 points. C'était une reconversion écologique de l'usine, c'est-à-dire arrêter de produire des composants automobiles, mais produire des panneaux photovoltaïques et des vélos cargo, avec, selon 2 modalités, une organisation totalement différente, avec une autogestion ouvrière, avec un contrôle ouvrier de la production, c'est-à-dire que c'est eux qui décident de l'organisation de l'usine, et avec ce qu'ils essayent de mettre en place, un actionnariat populaire.
Alors l'actionnariat populaire, c'est quoi? C'est l'idée que n'importe qui, vous, moi, n'importe quelle organisation peut acheter des actions de GKN et devenir actionnaire populaire de GKN, avoir une voix pour participer à l'organisation de l'usine. Alors sur leur plan de financement, ils ont besoin de 12 millions d'euros pour transformer l'usine. Et pour l'instant, ils ont déjà obtenu 8 millions d'euros entre l'actionnariat populaire et les prêts qui ont été faits par des banques coopératives. Donc voilà, si vous avez envie de vous renseigner un peu plus, vous pouvez aller voir le site de GKN. Qu'est-ce que ça indique, ça? C'est le point sur lequel je voudrais conclure. Ce que ça indique, c'est que non seulement les travailleurs ne détruisent pas nécessairement le vivant, mais que en fait, c'est souvent les mieux à même de pouvoir le prendre en charge. Pourquoi c'est les mieux à même de pouvoir le prendre en charge? Parce que quand c'est eux qui décident de la production, ça ne veut pas dire que tout sera parfait, mais s'ils décident de la production, déjà, ils ont un intérêt très fort à travailler dans des milieux qui ne sont pas pollués. Parce que comme je le disais, les premiers qui sont victimes des pollutions et des pollutions industrielles, c'est quasiment toujours les travailleurs des usines, des milieux dans lesquels ils travaillent. Et puis d'autre part, parce que en fait, quand une usine elle est gérée de cette manière-là, de manière coopérative, en fait, on peut décider beaucoup plus facilement de ce qu'on veut en faire de cette usine. Si on veut qu'elle produise des vélos et des panneaux photovoltaïques, ou si on veut qu'elle produise des composants automobiles, on peut le décider beaucoup plus facilement que si c'est un fonds d'investissement américain dont on ne sait pas où il se situe qui décide l'organisation de la production. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que en fait, c'est seulement par la réappropriation de l'appareil productif, notamment par les travailleurs, pas que, mais notamment par les travailleurs, qu'une transition, une bifurcation écologiste, elle pourra véritablement avoir lieu. Pourquoi? Parce que ce qu'il s'agit de transformer, c'est l'appareil de production dans son ensemble. Et que les capitalistes, ils ne transformeront jamais l'appareil productif. Donc si on veut amorcer une bifurcation, il faut se réapproprier cet appareil productif par la socialisation de la production, par la socialisation de l'appareil productif ou par la nationalisation avec des décisions qui appartiennent aux communautés locales, aux travailleurs, aux écologistes. Voilà, alors je dis ça peut paraître être, je vais m'arrêter, ça peut paraître être des vœux pieux, évidemment, ça peut paraître être complètement utopique, peut-être que c'est complètement utopique, mais il me semble que, en tout cas, c'est la seule solution. Et en plus, c'est pas si utopique que ça, puisqu'on voit justement que dans des endroits comme GKN, comme à la raffinerie de Grand Puy en France, en fait, c'est des questions qui animent beaucoup de travailleurs et beaucoup d'ouvriers aussi, ces questions de reconversion écologique. Voilà, je vais simplement terminer en disant que il me semble que si il doit y avoir planification écologique de l'économie et qu'il ne peut que y avoir planification écologique de l'économie, parce que c'est une condition pour transformer l'appareil productif, elle doit être évidemment coordonnée à l'échelle nationale, mais elle doit en même temps, je pense que c'est un apport important de la lutte de GKN, être toujours aux mains des travailleurs, mais aussi des habitants et des écologistes ou des gens qui veulent prendre soin des milieux et des habitats. Et il me semble que pour ça, et ça je pense que ça peut être un rôle de réflexion intéressant à avoir au sein d'un parti ou d'un institut comme la BOSI, c'est intéressant de réfléchir à la création de comités locaux, comités d'usine, comme il y a à GKN, mais pas simplement des comités de travailleurs, des comités qui sont aussi en lien avec les communautés habitantes, parce qu'on ne résoudra pas les questions, y compris les conflits du travail, simplement dans les usines ou dans les entreprises. Il faut être en lien avec des communautés habitantes et des groupes écologistes. Voilà, je vous remercie de votre attention.